Les îlots d'avenir ont un rôle d'expérimentation, mais ça a aussi un rôle de modifier nos écosystèmes et les processus évolutifs génétiques, et on va voir comment dans cet exposé. Ah, est-ce que vous me voyez toujours? Oui, là on vous voit toujours. Voilà. Parfait. Bon, Sur la donc carte. ici par exemple, on a l'aire de répartition du chêne sessile, et selon un des modèles développés par Wilfried Thuillier, voilà l'aire de répartition du chêne sessile, du moins l'enveloppe bioclimatique du chêne sessile en 2080. En rouge, c'est les zones où le chêne sessile est sorti de l'enveloppe bioclimatique, en vert en jaune où il s'est maintenu, et en vert, c'est les nouvelles zones qu'il peut coloniser. Donc, on va s'attacher à ces zones vertes parce que en 60 ans, il faut qu'il fasse un parcours d'une grande distance, parce que vous voyez, par exemple, il pourrait se développer au Cap Nord. Donc, il faut qu'il fasse un bond en quelques décennies de plus de 1000 kilomètres par rapport à son aire de répartition actuelle. Alors, si on regarde si les espèces pourront migrer suffisamment vite, là, on a un premier tableau qui donne les vitesses de recolonisation post-glaciaire dans les îles britanniques et en Europe de l'Ouest. Ces vitesses varient de 200 mètres par an pour le hêtre dans les zones où la migration a été lente, jusqu'à 2000 mètres pour les bouleaux. Donc on est déjà dans des vitesses de migration beaucoup trop lentes, car il faut plusieurs dizaines de kilomètres. Si on regarde les vitesses de migration contemporaines, ici on a le cas du chêne vert dans la vitesse de recolonisation sur le littoral atlantique. On s'aperçoit que les vitesses de migration varient de 21 à 56,7 mètres par an. Et on est très très loin donc des dizaines de kilomètres par an nécessaires. Donc, une des solutions, c'est de planter, faire de la migration assistée et de planter. Si on plantait notre forêt à une raison de 1100 plants à l'hectare, il y aurait un besoin de 17 milliards de plants. Et si on étalait ce programme sur 50 ans de migration assistée, il faudrait planter plus de 350 millions de plants par an. Donc, il va falloir s'orienter vers des solutions fondées sur la nature, et les îlots d'avenir en sont une. Donc, on va regarder les processus de recolonisation des espèces par les graines. Donc, c'est un travail qui a été réalisé en 1997 par Valérie Lecor. Donc, elle a fait un modèle de simple diffusion et que l'on voit en haut. Donc, si vous voulez, le refuge glaciaire était à gauche. Donc là, on a tout l'espace de recolonisation potentiel, et on voit un front de recolonisation étroit et une avancée très lente. Elle a repris le même modèle, mais elle a mis des effets de fondation à longue distance, une dispersion à longue distance de 50 km d'écart type. Et tout de suite, on voit que la vitesse de recolonisation avec ces effets de fondation à longue distance, donc cette vitesse va très très vite et permet d'expliquer la vitesse de recolonisation post-glaciaire chez les chênes, et en plus permet d'expliquer la structuration génétique observée. Donc, si vous voulez, maintenant, on sait que les chênes ont recolonisé l'Europe en combinant des effets de fondation à longue distance avec une diffusion autour. Après ça, les espèces ont pu recoloniser l'Europe uniquement par le pollen. Donc, on a vu là par les graines, maintenant on voit par la pollen. Et donc, si on voit par exemple le couple chêne sessile, chêne pédonculé, le chêne pédonculé a recolonisé l'Europe, et la sylvigénèse a fait qu'il a été remplacé par le sessile. Le sessile peut fertiliser le pédonculé, l'événement est beaucoup plus rare à l'inverse, donc le sessile peut arriver par hybridation. Toutes les espèces partagent le même cytotype, donc l'ADN chloroplastique, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont tous un ancêtre commun, quelle que soit l'espèce dans une région. Ça veut dire que le chêne pédonculé a recolonisé l'Europe, et le chêne sessile, lui, est arrivé uniquement
par le pollen. Donc, l'idée d'îlot d'avenir est une bonne idée parce qu'on va combiner ces différents facteurs. Alors, on va commencer au niveau génétique évolutif, par le paradoxe de la reine rouge. Donc, c'est une théorie qui est apparue en 1970 et c'était un article rédigé par Van Valen. Donc, dans sa théorie et son modèle, il montre que les espèces doivent évoluer en permanence pour se maintenir adaptées, et donc il a particulièrement travaillé sur la coévolution entre les hôtes et les parasites. Donc, si vous voulez, l'hôte va essayer de se défendre de son parasite évolutivement, et donc les génotypes les plus résistants vont apparaître, et le parasite va contourner ces résistances et va évoluer pour les contourner. Donc, pour rester sur place, il faut évoluer en permanence. Donc, on va être aussi dans le même cas avec l'évolution due au changement climatique. Et ça veut dire que la diversité génétique adaptée aux conditions du futur existe. On a les gènes, mais on n'a pas les combinaisons. Donc, il va falloir les créer. Donc, les îlots d'avenir, c'est une des stratégies à mettre en place pour faire émerger cette diversité génétique en instillant des gènes d'adaptation aux conditions du futur et pour créer de nouvelles combinaisons génétiques qui permettront d'avoir des individus adaptés à ces nouvelles conditions. Donc, il y a 5 processus évolutifs. On a la mutation, l'épigénétique et la dérive génétique. Là, les îlots d'avenir n'auront pas d'effet. Par contre, ils vont avoir des effets sur les flux de gènes et la migration et les sélections naturelles. Donc, si on prend la migration, il y a différents agents. On a par exemple les petits rongeurs. Là, on voit un exemple de dispersion par les petits rongeurs, là, avec le G. Et puis, l'homme peut aussi disperser la diversité génétique. Et donc par plantation. Donc là, si vous voulez, il va y avoir toute une stratégie d'utilisation des matériels forestiers, de reproduction pour faire migrer ces ressources génétiques et ces espèces. Alors maintenant, je vais venir aussi au complexe d'espèces. Donc c'est des groupes d'espèces distinctes, mais qui échangent les gènes. Et ces échanges sont évolutivement stables. Et il faut savoir que la majorité de nos arbres forestiers appartiennent à des groupes d'espèces. Donc par exemple, les chênes pédonculés, sessiles, pubescents, tausins, mais on a aussi chez les érables, les alisiers, les peupliers, etc., des complexes d'espèces. Alors, chez les chênes, maintenant, on sait que le pollen, qui a une dispersion très efficace, peut permettre l'arrivée des espèces. Et donc, les espèces thermophiles peuvent arriver uniquement par le pollen et se disperser de manière très efficace. Et donc, on peut, avec les îlots d'avenir, disperser à la fois par les graines, mais aussi par le pollen. Et par exemple, en Lorraine, on a détecté des hybrides tausins pédonculés, et le tausin est présent à plusieurs centaines de kilomètres de la Lorraine. Alors, le forestier est quand même un bon disséminateur de graines, donc on va prendre dans une forêt un peuplement sélectionné qu'on va planter dans une autre forêt. Et donc le forestier, sans le savoir, fait de la migration, et donc là, on peut le maîtriser, et il y a différentes stratégies. Donc il y a des bonnes provenances, on peut choisir une provenance locale. Là, c'est un test dans la Nièvre avec les prieurés moladiers. On peut prendre un grand cru qui est par exemple ici troncé, et là on voit déjà que l'on a dans ce cas de migration une performance, une croissance meilleure, une forme bien meilleure de la provenance. On peut prendre quelque chose qui n'est pas cher mais pas performant. Là on a par exemple du chêne sessile venant de Géorgie, donc mauvaise croissance, très mauvaise forme. Et puis, on peut prendre aussi des provenances plus thermophiles, donc c'est de la migration assistée. Ici, voilà deux exemples. Une espèce tardive, une ressource génétique tardive, Fontainebleau, une autrichienne précoce. Il faut savoir que les provenances thermophiles sont plus précoces, donc on peut injecter de la diversité génétique de gènes précoces en faisant de la plantation et de la migration assistée. Donc ici, on voit de nouveau cette photo avec de la migration assistée. Donc là, on va modifier les processus de sélection naturelle, car on va, avec les changements climatiques,
apporter de cette précocité, et la sélection naturelle pourra trier de nouveau des gènes de précocité qui pourront se disperser par graines et par pollen dans les populations voisines. Et en plus, sur le caractère de phénologie, on a de la sélection diversifiante à l'intérieur de la population. Donc, en faisant de la migration assistée, on va favoriser cette sélection diversifiante. Donc, on favorise à la fois la sélection directionnelle et diversifiante pour la phénologie. Donc, les îlots d'avenir sont un outil permettant d'accélérer les processus de migration des espèces, et c'est très efficace. Il faut savoir que la migration des chênes s'est fait uniquement par 300 îlots. Ça a permis à la France des couvertes de chênes avec uniquement 300 îlots. Alors après ça, c'est un outil qui permet d'accélérer les processus évolutifs. Alors il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. Donc là, on va créer des nouveaux écosystèmes, donc il va falloir porter une grande attention à la biodiversité associée. Il va falloir qu'elle arrive. Il va falloir restaurer et promouvoir les autres processus évolutifs dans ces îlots d'avenir. Donc, si vous voulez, on va avoir les îlots d'avenir, mais il va falloir qu'ils dispersent à la fois leurs gènes et leurs graines. Donc, il va falloir conserver et restaurer les populations de pollinisateurs et des disperseurs des graines, restaurer les continuités écologiques, et il va falloir aussi modifier les sélections naturelles. Donc, il va falloir augmenter la pression de sélection par une augmentation des densités des régénérations naturelles ou des plantations. Donc là, ça demande un travail sur tout ce qui est prédateur des graines, des plantules, des plants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.